Le discours que j'entendais le plus souvent dans la bouche de beaucoup de chasseurs, c'est la perdrix c'est fini, le petit gibier c'est foutu, on n'en verra plus. Et je n'ai pas accepté cette réalité. Je me suis dit je vais faire ce qu'il faut pour que les perdrix soient encore présentes en nombre sur mon exploitation. C'est une espèce vivante dans un milieu bien donné qui a besoin de se nourrir, qui a besoin de se protéger, qui a besoin de se reproduire. Et la question que je me suis posée, c'est comment faire pour lui permettre d'assouvir ses trois besoins, et ce tout au long de l'année. Donc la première cause de diminution de la biodiversité, ce ne sont pas les insecticides, mais bien la dégradation des habitats. Donc s'il n'y a pas de gîte et de couvert, on ne peut pas avoir les espèces. Ben voilà, Johanna, on arrive sur une haie qui a une petite vingtaine d'années. Les effets positifs de cette haie, tu vois, là, il y a des choses qui sont assez serrées. Ça peut être une zone refuge très appréciée en cas d'attaque d'un prédateur. Les perdrix elles vont se filer là-dessous, elles sont intouchables. Et puis, il y a un effet, c'est quand il y a des périodes de chaud, il y a toujours un côté qui est à l'ombre et qui est un petit peu plus frais qu'en plein milieu de la plaine. Et les perdrix sont bien ici. Ouais, ce qui est intéressant dans ta haie, c'est qu'il y a plusieurs strates. La strate arborée, arbustive, buissonnante et herbacée dans ta lisière. Alors, les araignées sont de grandes prédatrices puisque par exemple celle-ci, c'est l'araignée de diadème. Elles sont en bout de chaîne alimentaire. Donc elles ont été considérées, les araignées, comme indicatrices de la biodiversité. Donc plus on a de diversité d'araignées et de quantité également, plus ça veut dire que l'environnement est intéressant. La haie est un réservoir d'insectes auxiliaires des cultures et donc ça va aider les agriculteurs à protéger leurs cultures contre les attaques de bioagresseurs. Les bords de champs, ce sont des zones qui ne sont pas cultivées, qui ne sont pas de l'emprise de la surface de l'agriculteur, et elles sont vraiment importantes parce qu'effectivement, une étude a fait ressortir que 30% des nids de perdrix s'y trouvaient. Donc c'est vraiment très important de les préserver, de les conserver, et encore plus pendant la période de nidification. Et donc c'est dans cette optique que j'ai morcelé les haies et les bandes enherbées qui avaient été créées il y a plusieurs années, en plusieurs petits buissons qui sont de surface moindre mais qui sont mieux répartis dans l'espace, de sorte à offrir du refuge pour les animaux en cas d'attaque de prédateurs ou d'aléas climatiques, mais aussi des aires de nidification et également d'alimentation, puisque c'est des zones qui ne sont jamais touchées par la main de l'homme, jamais de traitement, jamais de broyage. Et les poussins s'y plaisent particulièrement, les poussins de perdrix se plaisent particulièrement. Pour les populations de perdrix, les estimations qui ont été faites sur mon coupon tournent entre 20 et 25 couples au 100 hectares en moyenne, alors que sur le département, il n'y a que 3 couples au 100 hectares. L'objectif, c'est d'essayer de créer un maillage. Et c'est ce qu'a fait François Mercier. Donc déjà, à la base des parcelles pas trop grandes, pas trop larges, des corridors de bandes enherbées, de bandes fleuries, de haies, des buissons par-ci par-là. Et tout ça crée un vrai maillage. Et ça permet d'avoir à chaque fois des réservoirs d'auxiliaires, ce qui permet justement à ces auxiliaires, par exemple, qui sont présents dans ces réservoirs, d'aller de réservoir en réservoir en passant par les parcelles. Donc les parcelles sont colonisées de manière presque uniforme, homogène, par les auxiliaires de culture. Je me rends compte que tous mes aménagements ils ont été faits en faveur de la perdrix, mais tous les auxiliaires qui sont présents, ils sont présents dans le buisson, ils sont présents dans la haie, ils sont présents dans l'autre buisson là-bas. Et en fait, j'ai une capacité d'intervention des auxiliaires qui va être super rapide en cas d'infestation d'un ravageur que le puceron par exemple. Ouais, il y a des choses. Hein. Ah ça c'est un cirefeuille. Ouais. Au plion. Ouais, j'ai vu, je l'ai vu. Tu vois, tu as énormément d'auxiliaires de culture. Je suis étonnée de tous les insectes qu'il y a en termes de quantité et de diversité, alors qu'il fait très frais. Et là, il y a une quantité incroyable. Non mais c'est incroyable tout ce qu'il y a en fait.
Il y a au moins 3 espèces de coccinelles. Comme ça, on a trouvé comme ça, sans chercher. Sans chercher. On Araignée, doit là. avoir 4 espèces de cirques sans chercher. Et des chrysopes, mais alors à tout va. Oui, effectivement, tous les aménagements agroécologiques qui étaient faits à la base en faveur de la perdrix servent aussi de réservoir aux auxiliaires qui leur permet d'être aussi présents tout au long de l'année. Et en cas d'intact ou d'infestation d'un éventuel puceron, je sais qu'ils seront là et qu'ils peuvent répondre sous une huitaine de jours à l'infestation de pucerons sans forcément avoir recours à une protection insecticide en plein sur les parcelles. Alors, le label Territoire Faune Sauvage est un sérieux coup de projecteur sur mon travail et sur les résultats qui sont obtenus sur l'exploitation et qui me permettent d'aller justement au contact des interlocuteurs comme l'assurance, comme le céréalier, comme mes coopératives d'achat pour mettre en valeur cette biodiversité en marche et essayer de valoriser ça pour rentabiliser en partie les efforts financiers consentis sur l'exploitation. Les modèles d'exploitation qui fonctionnent économiquement et écologiquement existent, ils sont là, il faut les regarder et les dupliquer, c'est tout simple.